2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, votre rendez-vous de fin d'après-midi 16h-18h, votre talk évidemment, rendez-vous tous les jours 16h-18h, un programme hyper chargé avec une équipe complètement inédite aujourd'hui et même des revenants. D'ailleurs, à l'image de monsieur Hamou Bouakas. Comment ça va, monsieur Hamou Bouakas? Alhamdoulilah, sauf que tu m'as donné à manger, donc tu vois, pour parler à la radio, c'est pas pratique, hein. Ah bah, effectivement, Hamou Bouakas, Le mec, bienvenue. il voit que dalle, la bouche est paralysée, tu as le merdier déjà d'entrée, quoi. Bienvenue, Hamou. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Sympa. Tu es accompagné de trois autres personnes que tu ne connaissais pas d'ailleurs avant d'en rentrer dans le studio. Ça, je les connais, c'est que des bombes, hein. À l'image de Enver de Santos. Comment ça va, Enver? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, écoute, comme un parasite à côté d'un jeune homme qui est en train de manger comme un individu suspect. C'est un hobbit à côté de moi, et voilà. Très Donc, bien. voilà. Je suis très heureux d'avoir un hobbit à côté de moi. Nargis, également, j'aurais dû même commencer par elle si j'étais quelque peu galant. Bonsoir, Nargis. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous, ça va, merci. J'ai hâte de voir la tournure que va prendre l'émission. Oui, on va voir ça, évidemment. Et puis Damien Charles aussi qui est de la partie. Salut Damien. Bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas du tout ce que va devenir cette émission, mais je ne réponds de rien. Bon, eh bien restez avec nous en tout cas, d'autant plus que nous allons faire plusieurs voyages au cours de cette émission. Nous allons aller à Casablanca puisque a démarré depuis hier. C'est de Africa Fashion Talent, dont c'est la première édition, qui est d'ailleurs organisée par, et ça ne s'invente pas, Nawel Debbouze, qui est la sœur de Jamel Debbouze, et Inda Djiridi se trouve sur place. On la retrouvera dans un instant d'ailleurs, et elle a fait quelques rencontres. On écoutera notamment Aïda Touiri dans cette émission, et puis on voyagera aussi du côté de Djerba parce qu'il y a eu un événement. C'était la Griba à Djerba. Et Tarek Mami est sur place et a aussi fait quelques rencontres à l'image de l'ambassadeur de France en Tunisie, monsieur Olivier Poivre d'Arvor. Et puis d'autres. C'est vrai qu'il s'est converti ou pas? Qui est Tarek? Ouais. Ah, je ne sais pas. C'est une légende. C'est une légende, oui, sûrement. Et Tarek Mami d'ailleurs, qui est en vol, en revenant de Tunis, donc de Djerba, pour aller à Marseille, puisque a démarré donc depuis aujourd'hui le salon de l'Algérie au Parc Chano. Marseille qui n'est plus une ville comme les autres depuis hier soir, depuis que Marseille est qualifié pour la finale de l'Europa League. Ça sera face à l'Atlético de Madrid et ça ne s'invente pas, ça sera le 16 mai. Marseille a toujours été comme ça. C'est juste que c'est Commencez comme pas. ça. On en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Mais avant toute chose, je voulais commencer cette émission par quelqu'un qui est venu lundi dernier dans ce studio. Ce fut, comme à chaque fois d'ailleurs, un moment très agréable. Et c'est son grand soir à elle, ce soir, à 19h, au Cabaret Sauvage. On y sera. Samira Abramia, bien sûr qu'on y sera. Samira Abramia qui m'avait chanté cette chanson en direct. Écoutez plutôt, je vous laisse apprécier et je vous invite tous à venir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum. Avant de répondre à cette question du jour que l'on vous pose, à laquelle vous répondez évidemment sur Facebook et Twitter, nous partons tout de suite du côté de Djerba, où Tarek Mami évidemment est présent et a donc couvert la Griba et il a rencontré donc plusieurs personnalités que l'on va découvrir au cours de cette émission, à l'image de monsieur Gabriel Gabla. Gabriel Gabla, bonsoir. Aujourd'hui, la Tunisie fête le pèlerinage de la Griba. Vous êtes vous-même originaire donc de l'île de Djerba. Alors, la Griba entre mythe et réalité dans l'inconscient global donc des Tunisiens en général et de la communauté juive en particulier. Le plus important, c'est que ça réunit des gens qui se sont pas vus et qui s'aiment. C'est ça le plus important. Des musulmans, des juifs, des chrétiens, tout ce qu'on veut, mais des gens qui s'aiment et que les autres croient qu'ils n'ont pas le droit de se réunir. Eh bien, ils se réunissent quand même. Et ça, c'est la terre de la Tunisie. Comment est née cette légende de la Griba? La Griba, si on prend le mot arabe, qui veut dire l'étrangère ou la miraculeuse, bon, mais comme on dit que c'est peut-être avant les Arabes, il faut chercher d'autres origines au long. On peut jouer sur les lettres. Quand on enlève de Djerba le point, on peut lire Griba, c'est possible. Le plus probable, c'est parce qu'elle a été isolée à un moment et qu'elle a été solitaire. C'est ça l'autre signification. Voilà. Mais tout ça, c'est de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça peut faire aux gens. Et le fait que des gens se rencontrent
trouvent du bonheur, rigolent et expriment qu'on peut vivre ensemble, c'est ça le plus important. Cette légende qui dit que cette synagogue, cette mini-synagogue, serait la première construite après la destruction du temple, ou en tout cas la plus ancienne aujourd'hui sur Terre, d'où elle vient pour vous? Est-ce que c'est un mythe fondateur de la communauté juive tunisienne, un mythe fondateur de la Tunisie plurielle, tolérante? C'est possible. Quand il y a eu la chute de l'État juif il y a 25 siècles, quelqu'un aurait dû partir. Pour partir de Haïfa avec des moyens de fortune, en traînant sur la mer Méditerranée, il serait passé par Alexandrie, Benghazi, Tripoli, serait retrouvé à Djerba. Et Djerba, entre l'île et le continent, ça a toujours été un refuge, non seulement pour les poissons, pour les commerçants et aussi pour les pirates. Pourquoi pas pour les juifs? Donc on peut l'imaginer. Mais encore tout ça, c'est le travail des scientifiques. Comme tu le sais, cher Tarek, je suis juste médecin. Je laisse les scientifiques travailler. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que sur une terre d'islam, et pas n'importe laquelle, qui abrite Kérouan, ils reçoivent des juifs pour leur fête. Qu'est-ce que c'est plus beau? Et puis on verra pour le reste. Un jour ou l'autre, quand tous ces grands esprits, seigneurs du monde, comprendront qu'il faut se parler pour le bonheur de leurs enfants, j'applaudirai de nouveau. Cette année, beaucoup de monde, un peu plus que d'habitude, oui. Et on a l'impression qu'il y a des gestes de fraternité à l'intérieur de la maison qui est en face de la synagogue et à l'intérieur de la synagogue. Et il y a une espèce de retour d'une période rêvée des Tunisiens, les années 50, les années 60, où tout le monde se mélangeait et tout le monde fêtait toutes les fêtes religieuses des autres communautés, un petit peu à Djerba, un petit peu à la Goulette. Je n'irai pas jusqu'à les années 50 et 60, mais je dis que cette année est mieux que l'année dernière. Et chaque fois que c'est mieux, il faut l'applaudir. De toutes les manières, nous, on s'est bien amusé, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis, on va voir pour le reste. Et continuons. C'est les minorités qui ont raison. Il faut continuer à croire qu'on est obligé de vivre ensemble. On n'est pas obligé de s'aimer. L'amour, disaient des profs de médecine, c'est 9 mois de grossesse, 9 mois d'allaitement. Ça dure très peu. Mais le respect et l'échange, c'est formidable. Merci Gabriel Gabla sur ce mot, sur la Griba, que les Tunisiens fêtent tous ensemble, tous les ans, en gros début mai, et puis peut-être à l'année prochaine. À l'année prochaine, Tarek, avec toi. Inch'Allah. Voilà, Tarek Mami, beau message en tout cas de monsieur Gabriel Gabla, donc qui a rencontré Tarek Mami à Djerba. Nous y retournerons tout à l'heure avec Olivier Parvaud-Darbor, qui est l'ambassadeur de France en Tunisie, qui a rencontré Tarek Mami, mais auparavant on fera évidemment un détour par Casablanca pour y écouter aussi quelques belles rencontres qu'a fait notamment Inda Djiridi, qui se trouve à l'occasion de ce Africa French Fashion Talent, pardon. Ça se passe du côté de Casablanca et c'est la première. Alors, Amou Bouakaz, Enver de Santos, Nargis, Damien Charles avec nous aujourd'hui. Et cette question du jour que l'on vous pose, on en a parlé un petit peu cette semaine. Le Maroc qui vient de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran au motif ou prétexte d'un soutien militaire auprès du Polisario. Supposé en tout cas, et également donc, est-ce que vous trouvez normal que cette rupture se fait avec l'Iran et pas avec le Liban du Hezbollah? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Tiens Damien, tu es un peu plus le spécialiste sur la question pour le coup. D'abord, est-ce que ça t'étonne que le Maroc ait décidé de rompre ses relations avec l'Iran? Excuse-moi Christophe, je crois que c'est vraiment pas le bon jour parce que là, pour le coup, sur la question du Polisario, j'ai peur de dire des bêtises. Non, sur le Maroc en tant que tel qui décide de rompre les relations avec l'Iran. Bah, le Maroc est en prétextant effectivement que d'Israël. Et aujourd'hui, Israël presse ses alliés de se positionner plus fermement par rapport à l'Iran, notamment sur la question militaire. De là à faire un lien entre l'Iran et le financement ou l'armement de membres du Polisario, je trouve ça très étonnant. C'est la raison invoquée par le Maroc, hein. Là tout de suite maintenant, il faudrait voir avec Sofiane, si jamais
jamais Sofiane a le moyen de nous appeler pour donner des précisions, je ne vois absolument pas l'intérêt pour l'Iran sur le plan stratégique d'aider le Polisario. Ouais. En tout cas, ils ont démenti. L'Iran a démenti, le Hezbollah également. Voilà. Et d'ailleurs, l'ambassadeur du Maroc a été convoqué par Alger. Enfin, c'est vraiment il y a une cassure quoi. Donc le Maroc qui décide effectivement de rompre les relations avec l'Iran et applaudit dès demain. Vous devinez par quel pays, mon cher Damien? Par l'Arabie Saoudite, oui, évidemment. Sûr. Ça paraît logique. Enver. Nargis. Sur ce sujet justement, est-ce que ça te parle un petit peu sur cette cassure entre le Maroc et l'Iran? Moi, honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est du jeu purement politique, surtout vu le prétexte qui est sorti en fait du financement supposé du Polisario qui, comme tu l'as dit, a été démenti. Après, en plus, au-delà de ça, c'est qu'en plus, ils ont ajouté que soi-disant ces financements passaient par l'ambassade d'Iran en Algérie. Enfin, en fait, je trouve que très clairement, ça sent le prétexte pour s'aligner sur une politique qui est beaucoup plus large, en fait. Enfin, ouais. Et faire plaisir à Trump, notamment. En partie. Habou Bouakaz, le Maroc, qui décide de rompre ses relations avec l'Iran. Ça t'étonne d'abord? Bon, moi, je suis content de savoir qu'ils en avaient. Ouais. Hein? La question là, c'est en fait le prix que le Maroc paye, au moins symboliquement, la présence d'un certain nombre de capitaux et de hiérarques du régime saoudien sur ces terres. Et je pense que du coup, ça va fortifier le 13e mois de Mohamed VI, quoi. Enfin, je veux dire, il faut assurer les arrières. Je pense pas que ce soit un événement d'une portée exceptionnelle. Je suis un peu, désolé qu'encore une fois le monde arabo-musulman brille par cette désunion, par son incapacité à voir quels sont les enjeux de moyen terme, les enjeux de court terme. On voit bien que si on reste englué dans cette guerre sunnite-chiite, ce sera des siècles d'obscurantisme pour toute cette zone. Et bon, si vous enlevez l'islam, en fait, vous vous rendez compte que tout ça n'est un vaste monopoly autour de puits de pétrole, quoi. Donc, il n'y a que ça en vérité qui est sérieux là-dedans. C'est où sont les réserves et qui va en avoir le contrôle. Le reste, c'est de l'habillage, c'est du théâtre subventionné, quoi. Damien, tu nous demandais, Sofiane Lakhdari, il est avec nous pour nous apporter peut-être quelques éléments supplémentaires. Sofiane, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir à Habou Bouakaz, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Ça fait plaisir. Alors Sofiane, sur cette question précise, sur le fait que le Maroc ait annoncé, c'était en début de semaine, de rompre ses relations avec l'Iran, en 2 minutes à peine, Sofiane, nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Non, juste tout d'abord avec l'Iran, la relation marocaine et iranienne, elles sont exécrables depuis des années, depuis la chute du Shah d'Iran. Et ça, il faut rappeler que le Shah d'Iran, lorsqu'il a été chassé par les ayatollahs, par le Khomeini, à l'époque, il avait pris comme pays d'exil au départ 3 mois au Maroc par le Hassan II. Déjà, la relation, elle est très tendue depuis ce moment-là. Et en 2009, le Maroc a rompu ses liens et ses relations diplomatiques avec l'Iran. C'était c'était le prosélytisme chiite. Ils ont avancé cela et on se rappelle en 2009-2010, toutes ces années-là où il y avait une pression énorme des États-Unis envers l'Iran. Et après, comme par hasard, en 2016, le Maroc renouvelle sa relation diplomatique et l'envoie un ambassadeur à l'Iran suite aux signatures de l'accord nucléaire. Et là, comme par hasard, aujourd'hui, on voit des pressions de plus en plus intenses sur l'Iran et le Maroc a choisi bien sûr son camp. Et malheureusement, cette fois-ci, il utilise le Polisario comme une organisation terroriste, ce qu'il a déjà essayé de faire avec le Moujaou à l'époque. Il a fait une tentative d'impliquer le Polisario avec le Moujaou, ça a échoué. Et là, il utilise une implication avec le Hezbollah iranien et les Iraniens, Hezbollah libanais, et les Iraniens, et pour impliquer le Polisario dans une action terroriste, dans un but, premièrement, de plaire à l'Arabie Saoudite, parce qu'il faut rappeler que le Maroc s'est retrouvé dans une situation très difficile après le conflit saoudo-qatarien, où le Maroc n'a pas pu prendre des décisions vis-à-vis soit pro-Qatar, pro-Arabie Saoudite, malgré les pressions intenses. Et aujourd'hui, il y a 10 jours, 15 jours, lors
l'Assemblée de l'ONU. Le Koweït venait d'apporter son soutien au Polisario et c'est pour ça que le Maroc s'est accéléré à prendre position et acte avec l'Arabie Saoudite et en prenant cette décision anti-iranienne et qui a été applaudie tout de suite par toutes les pétromonarchies, compris par le Qatar. Très bien, merci Sofiane pour cet éclairage en tout cas. À très bientôt Sofiane, bonne soirée. Enver, sur le sujet, sur la question en tant que telle que l'on pose aujourd'hui, au-delà de ton avis, peut-être un petit point sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez voter et répondre à cette question quotidiennement. Enfin, une question en particulier aujourd'hui, donc c'est à propos de la rupture des relations entre le Maroc et l'Iran. Sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel, ça nous donne quoi, Enver? Bah en fait, sur Twitter et ainsi que sur Facebook, on est à 67% sur Twitter de non et 72% de non sur Facebook. Si je me répète, parce que j'ai l'impression de m'être répété, j'ai dit Twitter, bon, quoi qu'il en soit, les deux réponses on se parle à négative, et je pense que ça, si on doit faire une synthèse un peu de tout ce qui a été dit, bah, c'est un peu ça, c'est qu'on ne comprend pas la décision du Maroc, mis à part le fait que peut-être ils vont rejoindre l'allié justement israélien, et après les enjeux dits économiques par rapport au pétrole et par rapport donc justement à cette zone très gazéifière. On ne comprend vraiment pas et je pense que le public est dans cette même ligne. Un petit tour maintenant, si vous voulez bien, par la Turquie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les grandes manœuvres ont débuté à l'approche de la présidentielle du 24 juin. L'AKP hier a officiellement désigné son candidat sans surprise, le président Erdogan, évidemment. Et aujourd'hui, ce matin, eh bien, c'est le principal parti de l'opposition qui a investi son candidat. Le parti républicain du peuple, héritier de Mustafa Kemal, laïque donc face à l'islamiste comme on le qualifie ici en Occident, Erdogan. Et c'est un député plutôt grande gueule qui a été choisi. C'est l'un des députés de l'opposition les plus virulents face à Erdogan. Au Parlement, il avait dénoncé notamment le palais majestueux que le président turc s'est fait construire. Et il avait même promis de le vendre s'il devenait un jour chef de l'État. Et justement, c'est lui qui va l'affronter pour cette élection présidentielle sous les couleurs du principal parti d'opposition, donc le parti keméliste CHP. Avant même sa nomination, la presse pro-gouvernementale a déjà commencé d'ailleurs à tirer à boulet rouge sur ce candidat. Donc Hamidje, alors je sais pas comment on dit en turc, mais ça, voilà, j'ai peur d'écorcher. Notamment en diffusant des photos où l'on verrait le député boire de l'alcool, soi-disant durant le Ramadan. Alors sur cette élection en Turquie qui normalement devrait être sans surprise une réélection d'Erdogan, Damien. Je vois que à la lumière de ce que tu viens de nous expliquer, que la Turquie s'inspire beaucoup de la compromat à la russe. Après, je suis un peu choqué que tu aies parlé de presse pro-gouvernementale. Ah, parce qu'il y en a pas peut-être. Bah, tu dis presse tout court en fait, parce que la presse anti-gouvernementale elle n'existe plus, oui. Elle a été épurée, il n'y a plus rien. C'est vrai. Non, bien, bon, oui, mais non, il reste quand même des journaux turcs qui se battent. D'ailleurs, je pense qu'on peut saluer les journalistes turcs qui font leur boulot dans des conditions de plus en plus compliquées. Bah oui, en prison, oui. C'est peut-être un peu plus à l'étranger, non? Ouais. À l'étranger. Regarde Zaman France. Le site, il est toujours en pas. Mais Jumhuriyet fonctionne toujours. Mais ça devient très compliqué et c'est très inquiétant. Cette élection en Turquie, Enver, est-ce qu'elle est importante et Enver qui a un vrai nom turc, je veux pas balancer. Mais oui, c'est vrai. En plus. Elle est super importante et ce que je trouve dommage, c'est un peu dans les conversations qu'on a avec Damien ou avec d'autres chroniqueurs au sujet de la Turquie, c'est que ce que veut faire le président Erdogan, c'est bien, c'est beau. Mais ce serait plus légitime si justement en face il laissait une véritable opposition, ainsi tu laisses parler le peuple et tu sais réellement si le peuple le soutient ou non. Là ça donne l'impression à l'intérieur et même à l'extérieur, moi je parle souvent c'est exactement ce qu'a compris Poutine. Et à un moment donné t'as vraiment l'impression que le mec quelles que soient les belles choses qu'il puisse faire pour le pays et pour la région orientale, parce que faut pas se mentir, ça devient un véritable poids politique à l'international et ça on peut pas le nier. C'est entaché du fait que le mec, il processe comme un dictateur. Nargis, est-ce qu'on peut parler d'un président totalitaire lorsqu'on parle de Erdogan?
Alors c'est une question compliquée, je n'oserais Oui, pas forcément je sais, c'est pour ça que je te la pose. me prononcer dessus, mais de mon point de vue, je pense qu'on peut commencer à en parler, oui, vu la répression qu'il y a justement par rapport, ne serait-ce que par rapport aux médias en fait, par rapport au Erdogan qui a subi un coup d'État, on s'en rappelle, enfin un coup d'État qui a avorté évidemment. Oui, voilà. Hein, on se souvient des images de Erdogan avec son téléphone en train d'appeler et de parler à la télé, donc voilà. Et après il y a eu effectivement un gros nettoyage dans tous les structures du pays d'ailleurs. Ouais, bah, je pense après peut-être si tu permets Nargis, pardon, là où je pense, enfin moi je veux me faire l'avocat de chichi comme on dit. Et à un moment tu vas avoir des problèmes. La réalité elle est que peut-être qu'on le regarde un peu trop sous un prisme occidental. Ouais. Parce que on dit c'est un dictateur. D'accord, je l'entends. J'ai pas dit ça. Hein. Non, j'ai dit on. Donc le on, ça inclut beaucoup de personnes. Et voilà les médias, mais même moi je m'inscris dans ce nombre de personnes qui parfois par son comportement, il s'inscrit comme un dictateur. Mais la réalité, et moi je pose la question, c'est à chacun d'entre vous ici et même à nos auditeurs, est-ce que justement la manière dont il gouverne la Turquie actuellement n'est pas ce dont la Turquie avait besoin pour sortir de l'emprise américaine, sortir justement de cette espèce côté, je suis juste un port d'attache pour l'OTAN, donc toujours emprise américaine, mais aussi redevenir un pays musulman qui a de véritables pouvoirs et une véritable influence dans cette région où on n'avait pas de véritable acteur, hormis l'Iran qui malheureusement était boycotté. Et les autres, il y en avait pas. Donc, c'est la question que je pose. Cette question, Amou, tu as la réponse ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de géométrie variable à avoir sur cette question. Pour moi, on est vraiment dans ce qu'on appelle une démocrature. Et je vais pas faire comme Pasqua qui disait que en gros, pour l'Afrique et pour les pays arabes, la démocratie c'était pas de saison et qu'il fallait les tenir de rênes courtes. Moi, je pense que il est extrêmement astucieux, il est très malin, et il a réussi à prendre le pouvoir de manière très autoritaire, et beaucoup de ceux qui l'ont soutenu au départ aujourd'hui se sont retirés, qui a regardé Abdullah Gül qui était son ministre des Affaires étrangères, voilà. Et tu dis que la Turquie reprend de la puissance. Il semblerait que son armée a été quand même passablement décapitée et que il était venu au pouvoir avec un slogan qui était pas d'ennui avec mes voisins. Aujourd'hui, il est dans j'ai des ennuis avec tous mes voisins. Donc moi je suis assez inquiet, je dois dire. Je pense qu'il est roué, il est astucieux, il sera réélu président, c'est sûr. Mais je pense que un score à la Ben Ali non, je pense pas, parce qu'il est justement trop intelligent. Bien sûr. Mais je pense qu'on va vers des moments très difficiles parce que les Occidentaux en ont besoin, donc ils vont lui donner quand même pas mal de degrés de liberté. Il est le navire amiral d'une certaine forme de régime islamiste qui n'est pas ma tasse de thé à moi personnellement. Et moi j'avoue que cette situation me préoccupe beaucoup. Et je trouve l'Iran plus lisible. Oui. Damien ? Je pense qu'il faut, quand on réfléchit à la Turquie, évidemment, chaque pays a ses propres particularités et sa propre expression politique, mais il faut beaucoup réfléchir au scénario russe et à la dernière élection russe pour regarder avec plus de perspective ce qui se passe actuellement en Turquie. Ouais. Et en fait, je ferai la synthèse en ce que viennent de dire Hamou et Enver. La première chose, c'est qu'on ne comprend pas ces sociétés parce que déjà, on n'est pas capable de les décrypter de l'intérieur. Et aujourd'hui, alors c'est là où je trouve que Poutine est plus fin que Erdogan, c'est que Poutine a été en capacité de créer une opposition artificielle et de laisser cette opposition artificielle prendre un peu de place sur le champ politique pour donner l'impression d'un plébiscite à chaque fois qu'on passe par la phase électorale. Aujourd'hui, c'est pas possible pour Erdogan parce que à la suite du coup d'État, il a fait du ménage. Est-ce qu'il va être en capacité de refaire quelque chose comme ça là avec cette nouvelle élection et le HCP laïque? On verra. En tout cas, comme vient de le dire Hamou, le pays est en bien mauvaise posture parce que l'économie n'est pas très bonne, le tourisme n'a pas repris comme il le souhaitait, la lire n'est pas à son meilleur taux et
pour ce qui est de l'industrie militaire, la Turquie a connu des jours meilleurs. Bon, eh bien, affaire à suivre, j'ai envie de dire, hein, sur ce sujet. On parlera, tiens, vous êtes pas sans savoir que Mahmoud Abbas s'est excusé. Parce qu'il a eu des propos un petit peu déplacés, on en reparlera dans un instant, qui a été réélu d'ailleurs à la tête de l'OLP, sans surprise, c'était le seul candidat en même temps. Mais on va faire un petit tour du côté de Casablanca, puisque se déroule depuis hier l'événement donc concernant la femme africaine, on va dire en général, avec ce Africa Fashion Talent. Inda Djeridi pour France Maghreb 2, parce qu'on est partenaire évidemment de cet événement, et sur place, il a rencontré l'une des organisatrices, à savoir la sœur de Jamel Debbouze, Madame Nawel Debbouze. Nous sommes toujours en direct du African Fashion Talents sur donc Casablanca à l'hôtel Sofitel, et donc je suis avec Nawel Debbouze, coordinatrice justement de cet événement. Bonjour Nawel. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a poussé avec Zineb à faire cet événement? Avec Zineb, c'est une aventure de fou qu'on réalise aujourd'hui. Ce festival est né à travers notre passion qu'est la mode. On est toutes les deux créatrices et on adore ce qu'on fait. On a créé ce festival par rapport à tous les jeunes designers, tous les jeunes talents qu'on soutient et à qui on apporte un réel soutien, parce qu'ils obtiennent des difficultés à travers leur création, à travers leur formation, à travers le financement éventuel, pour la visibilité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on avait besoin de mettre cette plateforme en place pour les accompagner. Et c'était important pour nous de le faire ici à Casablanca, au Maroc, d'où je suis d'origine. Et voilà, je tenais vraiment à remercier le Maroc, les Marocains qui nous ont soutenus, qui ont cru en ce projet, qui nous ont accompagnés et qui est pour nous un rêve qui se réalise. Vous êtes vous aussi créatrice. Vous avez créé justement toute une gamme de sacs à main. Oui, toute une gamme. Vous pouvez nous en parler? Bien évidemment. C'est toute une marque de sacs à main, mais pas que. On est en train de lancer justement à travers ce festival notre première collection de prêt-à-porter. Voilà, on s'est inspiré de l'Afrique. D'ailleurs, vous allez le découvrir dans les prochains défilés. Et on a notre propre atelier qui est à Marrakech. On a une boutique Jujud que vous pouvez retrouver à Marrakech également. Vous pouvez retrouver nos créations sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Donc voilà. Jujud Paris, c'est pour quand? Ah, mais très très prochainement. D'ailleurs, on a été parmi la Fashion Week, entre autres au mois de janvier, et au Royal Monceau dans le 8e. C'était un réel plaisir. C'était énorme pour moi d'être à Paris avec Jujud. J'emmène Jujud et surtout, voilà, c'est African Fashion Talent aujourd'hui qu'on représente. C'est les jeunes designers, c'est les jeunes créateurs, c'est cette histoire qu'on apporte. Alors, une dernière question, Nawel. Que pense la maman Debbouze, justement, de sa fille? La maman Debbouze, elle est complètement fière, parce que je l'ai tous les jours au téléphone et qu'elle est très contente de ce que j'entreprends aujourd'hui. La mode, pour elle aussi, à travers ses codes vestimentaires qui est pour la djellaba, pour les mamans marocaines. Elle en a toutes les couleurs et de toutes les matières différentes, mais elle adore ça. Et elle est très fière de ce que j'entreprends. Elle me soutient énormément. C'est ma source d'inspiration. Voilà, il y a tellement pas de mots pour définir une maman qui soutient sa fille. Je l'embrasse d'ailleurs très très fort. Et j'espère qu'elle nous écoute d'ailleurs. C'était donc Nawel Debbouze pour parler de ce Africa Fashion Talents qui se déroule depuis hier donc à Casablanca. On est de retour très vite avec nos chroniqueurs très nombreux aujourd'hui. On fera un petit tour par Djerba aussi avec Olivier Porvodavor qui est l'ambassadeur de France en Tunisie qu'a rencontré à l'occasion de la Griba donc du côté de Djerba Tarek Mami. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci
Merci d'être en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans cette émission Voyage beaucoup. Et avant de faire la fête à Macron, oui, c'est prévu pour demain. Eh bien, on va aller du côté de Djerba pour parler de la Griba avec donc une rencontre qu'a fait Tarek Mami. C'est monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie qui s'appelle monsieur Olivier Porvodarbor. Monsieur l'ambassadeur, oui. Alors, première réaction suite à cette sortie de la Ziara aujourd'hui, cette année 2018. C'est une habitude. C'est ma deuxième sortie, si j'ose dire. Oui. Et à chaque fois, c'est un bonheur. D'abord, il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière. Donc ça, c'est bon signe. Oui. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de touristes en Tunisie qu'il n'y en avait l'année dernière. Oui. Et puis bon, vous voyez que ça se passe bien. Les communautés se mélangent. J'étais avec le grand moufti, les rabbins, les prêtres, peut-être qu'il y en a. Donc voilà, moi j'ai été élevé chez les jésuites. Et on se mélange comme ça des communautés qui est beau et qui se passe qu'à Djerba. C'est quand même un bel exemple. Tout ça avec beaucoup de sécurité, alors que dans quelques jours les municipales ont lieu. Donc voilà, ce pays va bien et il va bien aussi parce qu'il est ouvert au monde. Et il est ouvert à ceux qui aiment la Tunisie, ceux qui y ont vécu, ceux qui sont originaires, qui reviennent. Voilà, les pays ouverts, c'est les pays qui avanceront. Alors quand les auditeurs de France Maghreb 2 à Paris vont écouter cela, c'est l'ambassadeur de France qui parle comme ça de cette Tunisie d'aujourd'hui. Écoutez, la Tunisie, c'est pour en tout cas nous, Français, nous, Européens, c'est un exemple. Pour certains, ça peut être une anomalie, ceux qui n'aiment pas la démocratie. Mais ceux qui vraiment reconnaissent que depuis 2011, un travail extraordinaire a été fait. Tout le monde a la parole, y compris pour critiquer, débattre. C'est le principe même. Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire du monde ici, comme il s'est passé il y a 3000 ans, avec la création du TIC, comme il s'est passé à Kérouan, comme il s'est passé avec l'indépendance en 1956. Il y a des grandes pages de Tunisie et celle-là en est une. La Tunisie d'aujourd'hui, c'est celle que l'ambassadeur de France rêve d'y être encore un peu longtemps, parce que il y a quelque chose qui se passe. J'allais dire, monsieur l'ambassadeur, vous êtes le seul qui circulait sans garde-corps. Vous n'avez pas besoin de garde-corps, contrairement à tous les autres là. Non, j'ai pas besoin de garde du corps. Mais vous me tenez chaud, ça suffit. Et puis non, mais écoutez, moi je n'ai rien à rêver pour la Tunisie. C'est la Tunisie qui rêve, et qui a rêvé, et qui réalise surtout. Oui, j'ai envie de pouvoir, j'ai envie que mon pays, en tout cas, puisse accompagner ces élections municipales, puis après les prochaines élections, tout ce déploiement formidable. Et il y a un beau rendez-vous en 2020 aussi, le sommet de la francophonie. Donc, en effet, si Dieu me prête vie, si le président de la République le souhaite, je serai heureux d'être là. Mais c'est pas moi qui décide. L'enjeu des municipales. L'enjeu, c'était qu'elles aient lieu, et elles ont lieu. Certains en doutaient, moi jamais. Et elles ont lieu dans un climat de transparence, de sécurité, d'ouverture, de pluralisme. Ce sont les premières élections pluralistes depuis l'histoire depuis 1956, depuis l'indépendance. C'est extraordinaire. 58 000 candidats, c'est-à-dire un candidat sur 100, enfin un Tunisien sur 100 est candidat, la moitié des femmes, la moitié des moins de 35 ans. Alors voilà, puis après le résultat appartient aux Tunisiens qui feront le bon choix. La participation. Écoutez, sur les enjeux de politique intérieure, je ne réagis jamais, c'est pas mon sujet. Bien sûr. Mais je suis certain en tout cas que les Tunisiens qui viendront feront les bons choix et ça leur appartient. Les municipales, vous savez, en général, c'est pas forcément l'élection qui mobilise le plus, et même en France, mais je suis certain que là, dans les exécutifs locaux, il y a 350 communes, dont 85 nouvelles aussi. C'est un phénomène à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est une grande victoire pour la démocratie locale, donc pour le développement économique, social des régions comme ici, là où nous sommes. Derrière vous, les gens continuent à arriver. Le président Macron, je lui ai posé la question, mais dit la bonne question, c'est quand est-ce que je reviendrai en France. Je suppose que vous allez lui expliquer un petit peu en Tunisie, excusez-moi, de France en Tunisie. Je suppose que vous allez lui faire un petit super compte rendu sur cette Tunisie, de cette Griba aujourd'hui. Oui, on communique régulièrement avec l'Elysée. On donne ces bonnes nouvelles, en effet, de la tolérance, de ce soleil qui vient de se lever pendant que vous parlez. Voilà, c'est un signe. Et puis de ces gens qui se rassemblent autour d'un pays qui est le leur, ou qui est un pays qu'ils ont adopté, un pays qu'ils ont retrouvé, ou un pays qui, comme pour moi, est un endroit de mission et en tout cas où je suis vraiment heureux de servir. Merci, monsieur l'ambassadeur. À une prochaine fois. Voilà, monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie, monsieur Olivier Porvodarbor, qui a rencontré Tarek Mami, prochain invité, et dernier d'ailleurs du côté de Djerba tout à l'heure, madame la ministre du tourisme, donc qui était également présente. D'ailleurs, il y avait le premier ministre tunisien qui est venu donc à Djerba avant de faire la fête à Macron. En tout cas, c'est ce qu'ont prévu de faire les Insoumis à l'image de François Ruffin demain. Beaucoup d'inquiétudes d'ailleurs des deux côtés, parce que la tension est un petit peu montée. Je vous apprends
absolument rien. Un petit tour par le Proche-Orient, si vous le voulez bien. Hamou Bouakaz, Enver de Santos, Nargis et Damien Charles. Au Proche-Orient, les excuses de Mahmoud Abbas, le président palestinien réélu cette nuit à la tête de l'OLP. Il était d'ailleurs le seul candidat, je disais tout à l'heure. Présente donc ses excuses après avoir expliqué en début de semaine que les Juifs avaient été victimes de la Shoah, non pas en raison de l'antisémitisme allemand, mais en raison de leur position sociale dans le milieu des banques. Ça, c'est fait. Les excuses sont présentées. Ça a créé une petite polémique tout au long de la semaine. Voilà. Bon, personne ne va réagir là-dessus. Non, mais c'est scandaleux. Enfin, de quoi qu'est scandaleux? Tout est scandaleux. Enfin, ce bonhomme, il est là depuis 12 ans sans que les élections aient eu lieu. Il s'empiffre. L'autorité palestinienne est un nid de corrompus qui font que ça pourrit sur pied. Et au lieu de se taire à jamais, honteux de la façon dont il a traité le mandat que lui avait donné sa population, il continue en disant des stupidités aberrantes, quoi. Enfin, personne ne peut soutenir une chose pareille. Enfin, la déportation des Juifs d'Europe centrale est un drame absolu, et là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir. Il n'y a pas aucune justification ne peut être admise. Enfin, c'est un non-sens absolu. On peut penser ce qu'on veut du conflit proche-oriental. Ici, on a des positions sur un potentiomètre, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation actuelle ne nous satisfait pas. Mais la déportation des Juifs d'Europe est une ignominie. C'est un crime contre l'humanité comme il y en a eu rarement. Ça ne doit même pas être discuté, ça, c'est aberrant. Personne ne veut rajouter quelque chose là-dessus? Si, Enver? Au-delà de toute discussion, et je suis d'accord avec Hamou. Bien près du micro, s'il te plaît, Enver. Pardonne-moi. Ouais. Donc, au-delà de toute discussion, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, je pense qu'il était nécessaire que Mahmoud Abbas fasse cette intervention. Vraiment plus que nécessaire pour bien montrer, en fait, qu'il y a vraiment une différence entre le peuple palestinien et ceux qui le dirigent. Parce que le peuple palestinien souffre, et souvent, voilà, on entend ici et là des politiciens parler justement du pouvoir politique en place en Palestine qui ne fait pas les choses, etc. Ont-ils raison, ont-ils tort? Je ne rentrerai pas dans ce débat aujourd'hui. En revanche, ce que je sais, c'est que c'est le peuple qu'il faut soutenir et pas forcément les dirigeants. Bon, Damien? Non? Bah si, enfin j'ai envie de dire c'est pas étonnant qu'il soit réélu, que tous les vrais leaders sont en prison, donc voilà. À défaut il en reste plus qu'un, et exactement. Il s'avère qu'en plus ils sont ravis de l'avoir lui, donc je voulais en profiter pour demander. Il est légitime depuis 2009, je crois. Mahmoud Abbas, il est voilà, sans élection, début, en fait. C'est scandaleux. Ouais. C'est une escroquerie intellectuelle. Et sinon, je me demandais, puisque toi, Nargis, tu étais au Liban, c'est ça, l'an dernier, quel regard ils ont sur Abbas là-bas? Ah, j'ai pas rencontré beaucoup de Palestiniens en fait au Liban, malheureusement. J'ai plus parlé aux Syriens. Alors du coup, pour moi, je pourrais pas répondre à ta question. Par contre, je peux parler du regard que les Libanais ont sur les Palestiniens. Ah bah oui. Et moi, ça m'a beaucoup étonné là-bas de voir à quel point en fait il y avait une absence de solidarité totale, parce qu'en fait les Libanais ont vraiment ce sentiment d'être envahis non seulement par les Palestiniens depuis longtemps, mais en plus par les Syriens maintenant, etc. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué en fait, c'est de voir au Liban, donc au Moyen-Orient, une désolidarisation totale et un mépris même de ces populations. Donc à ton avis, réélection de Abbas, non-événement au Liban? Oui, non événement. Non-événement partout de toute façon. S'il avait... on en a pas beaucoup enfin si, événement, parce que là on est en train de perdre 5 minutes à en parler, donc... S'il avait la moindre conscience patriotique, il rendrait les clés des territoires aux Israéliens et leur dirait « annexez-nous ». Cessons la comédie, annexez-nous. Voilà, comme ça on aura les droits internationaux des pays annexés, et on sera pas dans un bantoustan. Enfin, on continue de faire vivre cette espèce de fantasme de deux peuples pour deux États, ça ne marchera jamais. Et je comprends pas, enfin j'arrive pas à comprendre la stratégie, moi. Ouais. Faut l'inviter plus souvent. Franchement, mais moi tu vois, c'est quand même incroyable que dans ce monde arabe, il vaille mieux vivre soumis, comme un arabe soumis à Tel Aviv, que comme un arabe libre dans n'importe quel pays du Proche-Orient. C'est quand même incroyable.
on a tout raté. Enfin, moi, ça me rend fou, quoi. Tiens, si on parlait d'un autre personnage que Mahmoud Abbas, les suites, par exemple, de la mise en examen de Vincent Bolloré. Oui, pour ses activités africaines. C'est bien quoi le président, cette actualité? Après Abou Mazen, Abou Loré, quoi. Alpha Condé, le président guinéen Alpha Condé, donc annonce le dépôt d'une plainte devant la justice française pour dénonciation calomnieuse. Ça, c'est pour les suites de l'affaire Bolloré. Il est dans de beaux draps là, quand même, Vincent Bolloré, pour le coup, hein. Ah oui, il a toujours été dans de beaux draps, c'est sûr. Mais désolé pour ce cynisme, mais je suis. On verra dans 10 ans quand le procès aura lieu, mais d'ici là, il aura encore gagné 5 milliards, il aura revendu ses exploitations dans des ports et il aura colonisé d'autres ports. Oui, mais ça prend trop de temps en fait. Et oui, c'est volontaire. Ouais. Alors, ça c'était pour l'affaire Bolloré. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu, si vous le voulez bien, à ce qui va se passer demain et peut-être d'ailleurs un peu revenir sur ces violences qui sont survenues à l'occasion des manifestations du 1er mai. C'était dans Paris, avec ces violences extrêmes quand même. Un mouvement que l'on a découvert, enfin moi je connaissais pas. Vous connaissez, vous, les Black Blocs là? Eh oui, j'en ai parlé dans mon dernier avis tranché. Oui, les Black Blocs en tout cas ont fait leur apparition. Et ils ont frappé fort et ils ont saccagé un McDonald's, un concessionnaire Renault, et la police était là et n'a quasiment pas bougé, de peur, de crainte justement des blessés, voire peut-être des morts, et cette instrumentalisation du politique concernant donc ces violences. Il y a Philippe Poutou par exemple qui expliquait comprendre la colère au travers de ces violences. Mélenchon qui lui par contre a essayé de condamner toutes ces violences. Macron qui les a condamnées évidemment depuis l'Australie, s'est barré à quelques kilomètres de Paris quand même. Et puis cette tension qui est montée d'un cran puisque Macron en a mis une petite couche sur les insoumis. Mélenchon a réagi parce que demain c'est quoi? C'est la fête à Macron et on a peur de nouveaux incidents d'ailleurs demain. Alors sur tout ce contexte social bien agité, je vous indique que les cheminots de Paris cet après-midi ont envahi le siège de la République En Marche à Paris pour dénoncer évidemment eh bien ce dénonce depuis Ya un mois. Hayat Albim Mabrouk. Les trains en panne envahissent la République En Marche. C'est quand même hallucinant. Alors tiens, si on regarde sur toute cette tension sociale quand même qui est bel et bien présente, Hamou, macroniste ou toujours macroniste ou pas d'ailleurs? Oui, moi je pense que bon, on a affaire à un contexte où en fait je sais pas très bien qui joue à quoi. Ouais. Parce que en réalité cette histoire de Black Bloc là, ça date d'il y a longtemps. Ouais. Pendant les débats sur les lois El Khomri, il y avait aussi des mouvements comme ça qui avaient pour but de discréditer les syndicats. Ça c'est alors il y a ça d'un côté. C'est ce qui s'est passé mardi. C'était pour discréditer les syndicats. Alors c'est une première hypothèse. C'est une hypothèse et puis d'un autre côté il y a aussi chez un certain nombre de gens type insoumis, disons une phraséologie qui dans des têtes pas forcément bien organisées peut donner l'impression qu'on appelle à une certaine insurrection. D'ailleurs, le mot est utilisé. Moi, j'espère que tout le monde va revenir au calme, parce qu'à la fin, c'est quand même les usagers, les équipements publics qui sont dégradés. Et puis, ça crée une sorte de tension qui n'est jamais bonne pour un pays. Normalement, un pays, surtout celui-là, on devrait pouvoir négocier, discuter. Et voilà, donc moi, je trouve aussi qu'en fait ça décrédibilise beaucoup les casseurs, en fait ça décrédibilise toujours en fait le mouvement, ce que tu disais, décrédibiliser les syndicats, mais pas que les syndicats en fait, juste les gens qui descendent dans la rue parce qu'ils ont envie de changement, parce qu'ils veulent exprimer leur mécontentement, et ça donne du pain aux médias en fait, et ça détourne complètement l'attention, je trouve. C'est le but, donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont un peu plus aveugles qu'ils devraient l'être, quoi. Ouais. Parce que quand même il y a des trucs qui sont un peu inquiétants. On est quand même la 6e puissance du monde. Tu vois 1200 bonhommes équipés, casqués, tu les laisses s'installer et puis en tête de cortège, hein. Je veux dire, moi il faudrait qu'ils me confient la préfecture, parce que je pense que j'irai plus vite, quoi. Il y a des moments avec grand plaisir. C'est quand même chaud, quoi. Non. Damien, je suis un peu vénère. Bravo. Oh, elle est parfaite celle-là. Magnifique. Pour finir la semaine, c'est bon.
Damien. Vous avez dit, j'avais préparé une petite grenade. Petite grenade, la punchline. Lacrymogène. Ouais. Alors, Damien, sur ce contexte social bien agité, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que quelques médias se sont amusés à faire une radio éphémère. On va pas les citer, mais concernant les événements de mai 68, à croire que d'ailleurs les médias jouent un petit peu avec tout ça et aimeraient finalement que ça parte en cacahuète, finalement, pour faire un peu de chou gras et peut-être au niveau de l'audience, pour la presse écrite revendre un peu de papier, parce qu'on sait que la presse écrite aujourd'hui elle ne représente plus rien. Oui, mais personne à qui l'achète. elle appartient cette presse écrite? Ah bah aux quelques milliardaires. Bon. Français. Ok. Et quels sont leurs intérêts actuellement? Bah c'est de foutre le bordel dans le pays. Enfin, pour que ça marche ou non? Non, je sais pas, je pose des questions. Leur intérêt, c'est que les trains fonctionnent. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle perd environ 25 millions d'euros par jour de grève nationale. Ouais. Donc ça, c'est le chiffre moyen calculé par le rapport de France Stratégie. Alors juste pour revenir là-dessus, je vais faire très vite parce que je vois les yeux de Enver qui scintillent et je sens que notre consultant en communication a peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire. Moi, juste une chose par rapport aux Black Blocs. Il y a une émission que je déteste regarder sur France 5 j'ai le droit de la citer ou pas? Ouais, bien sûr. En fin d'après-midi, qui s'appelle C'est dans l'air. Je Ouais. ne les supporte pas. Notamment parce que c'est la propriété de Patrick Drahi, mais je suis tombé dessus. De quoi que la propriété de Drahi? Ah bah la programmation de C'est dans l'air. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Ah bon? Ah Je oui, savais ça pas, appartient à Drahi. Ça fait partie de son espèce de holding là médiatique. Ah oui, et c'est la même chose pour l'émission juste après, c'est à vous. Donc ça n'est pas de la production, hein. Ah oui, oui, on parle bien de la production. On parle bien de la production. Juste pour dire que un syndicat de police est intervenu et a dit, mais vous savez quelque chose, la plus grande manif, la plus importante qui a eu lieu durant la loi travail a fait plus de casses, plus de blessés chez les CRS, plus de blessés chez les Black Blocs, plus de blessés chez les manifestants et moins de traitement médiatique. Et il a dit, nous on a comparé par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc c'est ce qu'il disait sur ces dents-là. Il disait mais nous on est très satisfaits. C'est beaucoup mieux passé que les dernières fois où il y avait des Black Blocs. Déjà on a trouvé qu'ils étaient plus nombreux mais qu'ils ont fait moins de casse et surtout plus en règle générale il y a eu beaucoup moins de blessés. Ouais. Donc lui était très satisfait. A dit bah écoutez on verra samedi mais si ça continue comme ça pour nous ça va. Il a dit à l'inverse méfiez-vous du traitement médiatique parce que pour le coup les projecteurs ont été mis là-dessus alors qu'il y a eu beaucoup moins d'informations relayées à l'époque des manifs pour la loi travail. Enver de Santos, est-ce qu'il peut-être réagir là-dessus et est-ce qu'il faut craindre la manifestation de demain et est-ce que, et ça sera là ma prochaine question que je vous poserai de manière collégiale, est-ce que les Insoumis sont aujourd'hui la seule opposition face à Macron? Enver. Eh bien, l'idée, c'est que tout ça, on est dans un très 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 grand plan de com. On est dans l'un des plus grands plans de com qui a été mis en place depuis l'avènement de M6, TF1, etc., de l'époque François Mitterrand et de la libéralisation de la télévision. Ce qui se passe, même Hamou que voilà, je découvre, tombe dedans, va dans le mur, la phraséologie justement qui dit que la France insoumise incite ces gars-là. Ces mecs sont des anarchistes. Ces mecs n'ont pas besoin de la France insoumise pour agir. Et surtout, ils ne veulent pas de leader. Et ils ne veulent pas de leader. C'est Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Ils ont été inspirés par toutes ces choses-là, peut-être, etc. Mais le politique, surtout Jean-Luc Mélenchon, pour eux, c'est un pantin. Donc, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on vend dans le journalisme, en tout cas, ce qu'on vend aux élèves dans le journalisme, la plupart du temps, c'est la chose suivante, que je résumerai très très simple par cette phrase-là. Eh bien, un chien a mordu son maître. Et là, je te répète la chose différente. Un maître a mordu son chien. Qu'est-ce qui se vend le mieux? La réalité, elle est là. Et à un moment donné, quand t'as le président à l'autre bout du monde qui vient dire oui, la France insoumise et les partis radicaux, enfin il a pas cité la France insoumise, mais il a cité les partis radicaux d'extrême gauche qui justement mettraient de l'huile sur le feu et alimenteraient tout cela et alimenteraient la casse, etc. Comme l'a dit le policier, y a rien eu pratiquement. Il y a vraiment rien eu. Et si on regarde en 2005, quand il y a eu les émeutes de banlieue, franchement, je pense qu'il y a eu beaucoup plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à partir du moment où en 2005, il y a ces émeutes sociales, etc., que à un autre moment, on parle de contrôle au faciès pour telle femme qui porte un voile, un tchador, un foulard, une burqa, etc. Comment? La question qu'il aurait dû se poser, qui aurait peut-être été légitime, le président Macron, comment justement tu légitimes le fait que tu ne contrôles pas des gars cagoulés lors d'une manifestation syndicale,
mais que dans la rue, tu vas contrôler une Française qui porte juste un voile ou qui porte un burkini. Tu vois, ce sont des choses comme ça. Donc le rapport, il y a un truc qui s'appelle la loi quand même. Exactement. Et donc à un moment donné, il s'agit juste d'une manipulation de communication pour essayer de jeter l'opprobre sur les partis d'extrême gauche. Après, il y a des gens qui tombent dedans, comme Philippe Poutot, en train de dire oui, non. D'accord ou pas d'accord avec Philippe Poutot d'ailleurs? Mais il est à la masse. Mais à un moment donné, c'est même plus une histoire de d'accord ou pas d'accord avec Philippe Poutot. C'est que le monsieur, c'est bien, il défend les travailleurs et tout ça. Mais la réalité des pays, c'est que il faut de tout. Il faut une économie qui fonctionne très bien, mais il faut aussi donner aux gens qui n'ont rien. Tu ne peux pas prendre aux riches en mode ouais vas-y je vais tout vous prendre, etc. On vit pas dans c'est pas possible. On vit dans une société où les riches veulent tout garder de toute manière. Ouais. Donc c'est pas possible. Alors ma question que je vous pose à tous les quatre, est-ce que les Insoumis, donc qui promettent de faire la fête à Macron demain, sont la seule opposition face justement à Macron aujourd'hui? Non. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que la véritable opposition à Macron, c'est celle justement qui vient de la rue, c'est celle de ce peuple. Faut-il encore que ce peuple, justement, réagisse? François Ruffin, bien sûr qu'il fait partie des Insoumis parce que justement il est dans le groupe politique, mais dans sa démarche, ça n'a jamais été voilà, je suis France Insoumise, c'est je suis le peuple français, je fais partie du peuple français, je représente justement voilà, quand tu regardes Merci Patron, voilà, le gars il est pas derrière une étiquette politique, il est derrière justement ce peuple qui il a une étiquette politique, bien sûr. Debout. Voilà. Mais il appartient à la France Insoumise en tant que coalisé qui vient de Picardie Debout. Exactement. Et de ce fait, voilà, moi je pense vraiment de la même manière que Picardie Debout et tous les gens justement qui se reconnaissent dans cette espèce de message social où on nous tue, on nous spolie, si je puis dire, hein, pour répéter une certaine phrase. Voilà, c'est l'opposition vient du peuple. Et après, qui choisira le peuple, je ne sais pas. Nargis, Samou, réservez-vous, je vais vous poser la question demain, Nargis, dans un instant. Et toi? Parce que c'est bien beau de poser la question à Nargis, mais toi? Moi demain je peux pas, j'ai poney. Ouais, d'accord. Super. Allez, on fait un petit tour du côté de Casablanca tout de suite pour le Africa Fashion Talent et Hinda Djeridi a rencontré Aïda Touri. Toujours en direct de la conférence de presse du festival, du premier festival international de la mode africaine. Et là, nous sommes donc avec Aïda Touri. Donc, vous êtes journaliste à Paris, hein? Oui, à Paris et de passage à Casablanca pour présenter cet événement. Alors, qu'est-ce qui vous a justement motivé d'accepter d'être ici présente aujourd'hui pour ce festival? En fait, c'est la dimension panafricaine de l'événement déjà, parce que j'ai assisté à plusieurs festivals de mode, mais qui étaient essentiellement marocains ou maghrébins, je dois dire. Et là, ce qui m'a plu, en fait, c'est la dimension panafricaine et surtout le fait de mettre en avant et en valeur des talents de toute l'Afrique et d'accompagner ces jeunes talents de manière à leur permettre de se développer. Parce qu'on sait qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'argent, que beaucoup de ces jeunes créateurs, parfois ils ont des formations, parfois pas, certains sont autodidactes, d'autres galères, c'est le cas de le dire. Et l'idée de ce festival, c'est aussi d'aider ces jeunes créateurs et de les accompagner, d'où la mise en place d'un concours à la fin de ce festival. Combien de membres du jury pendant ce festival? À ma connaissance, il y en a une dizaine. Je ne saurais pas vous dire parce que il y a des absences de dernière minute, mais je crois qu'il y a une dizaine, dont Flora Coquerel que vous avez vu tout à l'heure, ancienne Miss France, est très engagée, notamment auprès de son pays d'origine, le Bénin, qui est elle aussi un pont entre les deux continents. Il y a aussi Hicham Lahlou qui est grand designer marocain et qui promeut justement la dimension africaine de l'art et du design et de la mode. Voilà, donc il y a vraiment un beau plateau. Voilà, Aïda Touri qui donc était l'invité et rencontre de Hinda Djeridi. Dans un instant, un petit tour par la Griba et pour finir, la ministre du Tourisme tunisien, donc rencontrée par Tarek Mami. France Maghreb 2, France Maghreb. Direction la Griba à Djerba qui s'est tenue hier. Tarek Mami a fait quelques rencontres et la dernière rencontre du jour, c'est la ministre du Tourisme tunisien. Bonjour Madame la Ministre, vous êtes sur France Maghreb 2 à Paris, donc les auditeurs nous posent souvent la question: quel est l'état de santé du tourisme tunisien aujourd'hui, après donc la dégringolade qui a eu lieu depuis 2011? Est-ce qu'on est sur la pente montante ou comment décrivez-vous la situation du tourisme aujourd'hui pour cet été 2018?
Donc 2018, c'est une année de décollage pour nous. C'est une reprise très importante. Il y a une reprise au niveau du marché classique, le marché français, marché britannique, belge, allemand. Il y a aussi une forte croissance du marché russe et celui du marché chinois. Donc, et puis, même la communauté tunisienne et maghrébine revient en force en Tunisie. Donc, nous encourageons beaucoup la troisième génération et les jeunes Tunisiens et Maghrébins à venir en Tunisie. Il y a un grand travail qui a été fait sur la diversification du produit, sur les modes de logement. Donc, il y a toutes ces catégories avec une qualité aussi qui est donnée, une qualité de produit qui est de très bon niveau. Alors aujourd'hui nous sommes à la Griba. Que signifie faire venir les Juifs tunisiens à la Griba, à Djerba, un retour chez soi, un retour au Bercail ou un appel pour dire la Tunisie aujourd'hui vous est ouverte? C'est une fête importante dans l'île de Djerba et c'est une occasion aussi pour les Tunisiens, de Juifs tunisiens, de revenir dans leur pays pour fêter cet événement qui est intéressant. Et beaucoup de gens qui ne sont pas juifs viennent pour justement célébrer la Griba. Il y a les pèlerins et il y a les visiteurs qui viennent se recueillir, qui viennent voir. Il y a une ambiance festive et c'est le démarrage de la saison touristique de l'année. Dernière question. La Tunisie est décidément un pays de femmes. Elissa à Carthage, la Griba ici à Djerba. Est-ce un signe pour l'avenir? La femme joue un rôle important en Tunisie, c'est 50% de la population tunisienne premièrement, donc elle joue au moins, elle a un rôle important à ce niveau-là. Historiquement, la femme a toujours été importante dans le milieu familial, dans le milieu économique, et nous savons que en Tunisie, c'est un peu le garant de l'éducation. En Tunisie, c'est le garant de l'éducation des enfants, de la stabilité familiale, et donc maintenant elle joue un rôle économique et politique important dans le pays. Elle était un peu exclue de la vie politique. Maintenant, elle ne l'est plus. Elle est dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a plus de secteur tabou pour les femmes. Merci, Madame la Ministre. Voilà, nous étions donc à Djerba avec Tarek Mami à l'occasion de la Griba donc qui s'est tenue à Djerba. Oui, il y avait du beau monde. Revenons en studio avec Nargis qui est avec nous, étudiante avec Hamou Bouakaz. Alors on présente comment maintenant Hamou Bouakaz? C'est quoi tes activités principales aujourd'hui? Retraité. Non, consultant du Parti socialiste. Consultant, tu vois. Quand je suis avec une étudiante, je suis sugar daddy. Non, je déconne. Oh là 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 là. T'as vu un peu Cette émission n'a plus aucune limite. Moi, c'est pas ce que je dis, cet individu. Je te jure. À la retraite, ça se voit. Est-ce que t'as quitté le Parti socialiste, Abou d'ailleurs? Bah, en fait, j'en sais rien, en fait. Je cotise plus, je vais plus aux réunions. Ah bah si vous cotisez plus, vous n'y êtes plus. Oh mais de toute façon, le problème c'est que le Parti socialiste lui-même il y est plus déjà. Alors oui, ils ont quand même revendiqué 100 000 membres là pour le le vote. Je sais pas où ils les ont trouvés. Hein. Non, bah tu sais, comme ils ont toujours triché à tous les congrès, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, on te présente comment alors, retraité? Non, je suis consultant, formateur, conférencier, et puis je suis toujours élu du 20e arrondissement. C'est un peu là quand même, chargé du bénévolat et de la ville inclusive. Parce que moi j'ai été le grand bénéficiaire de cette opération. Ouais. Parce que la maire d'arrondissement a soutenu Macron au sénatorial, et donc les socialistes ont voulu l'éliminer. Madame Calandra, oui. Calandra. Et moi, j'ai pas voulu aller dans leur manège parce que je leur ai dit de toute façon, elle est nulle depuis 2008. Donc c'est pas juste maintenant parce qu'elle vous pique une place que vous allez lui rentrer dedans. Fallait lui rentrer dedans quand elle m'a pas donné de délégation en 2014. Alors, non, je rappellerai pour information que Madame Calandra est membre active du Printemps républicain. Elle le fut, mais elle l'est moins maintenant. Oh bah. Parce que le printemps arrive à l'été, là, je crois. Ouais, il est très actif quand même ce printemps. Hein. Damien Charles, on te présente comment toi maintenant? Parce que t'as été prof d'histoire. Bah subrepticement professeur dans un IME, donc professeur en fait pour des jeunes en situation de handicap mental. Très bien. Et notre Enver de Santos, donc notre consultant en communication. Alors, nous parlions tout à l'heure de cette fête à Macron qui se prépare. C'est pour demain. Ça a lancé une manifestation lancée à l'appel du député insoumis François Ruffin.
et d'anciens membres du mouvement Nuit debout aussi. Le ton monte avant de quitter l'Australie d'ailleurs. Emmanuel Macron s'en est pris aux élus qui, selon lui, tiennent constamment un discours d'agitation, les appelant à accepter le résultat des urnes. Les violences, c'est de leur faute, a insisté le président qui n'a nommé personne. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a été beaucoup plus direct hier matin sur France Inter. Écoutez ce qu'il a dit. Mélenchon est devenu assez le professionnel de la contestation, du complot et du conspirationnisme à tous les étages. Quand il ne gagne pas une élection, il considère qu'elle a été truquée ou qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées dans la normalité. Vous avez aussi une responsabilité, quand vous êtes un responsable politique, de ne pas appeler à avoir des comportements violents ou à vous placer en dehors de la loi, en particulier quand vous êtes parlementaire. Ça, c'est Benjamin Griveaux, donc des propos qui font bondir le leader de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a de nouveau condamné les violences hier midi sur France Bleu. Il a aussi répondu au président. Écoutez la réponse de Jean-Luc Mélenchon au président. Bien sûr que non, j'accepterai jamais notre défaite et on attendra la prochaine élection pour recommencer. Alors oui, on le combat, mais politiquement, avec les armes de la démocratie, de la mobilisation populaire. C'est pour ça que je suis si fâché contre les violences, parce qu'elles bloquent la mobilisation populaire. Par conséquent, nous en accuser, c'est indigne. Puis alors faire ça en Australie, franchement, il y a d'autres endroits. Ça, c'est pour Mélenchon. Donc, pour les Insoumis, ces attaques d'Emmanuel Macron sont avant tout un signe de faiblesse et d'inquiétude face à une contestation populaire qui n'arrive pas à calmer. Est-ce que le leader de la France Insoumise a raison, selon toi, Damien ? Bon, par honnêteté intellectuelle, je vais me positionner politiquement comme Hamou, c'est mieux. Donc moi je suis insoumis, j'ai milité durant toute la campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Insoumis en un mot ou en deux mots? C'est une bonne question. je dirais que la frappe ou pas? Je dirais que c'est par alternance. Ah, c'est bon ça. Oui. Bon. Torchon, chiffon, carpette. Alors, je dirais déjà à Monsieur Griveaux que effectivement, si les responsables politiques ont une responsabilité vis-à-vis de comportements notamment violents ou qui se situent en dehors de la loi, j'attends avec grand intérêt les propos de Benjamin Griveaux vis-à-vis de Vincent Bolloré. Parce que là, on est dans le cadre de la violence et en dehors de la loi. Ensuite, par rapport aux propos de Jean-Luc Mélenchon, extrêmement décevant. Une très grosse erreur dans son calcul politique de ne pas nommer les responsables des violences. Et je pense que ce calcul politique risque de lui coûter cher plus tard. Nargis, sur justement alors, la question que je posais tout à l'heure, est-ce que selon toi les Insoumis sont la réelle opposition, j'allais dire, face à Macron aujourd'hui, avec cette fête à Macron qui se prépare? Non, mais moi je rejoins un peu Enver sur ce qu'il disait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, qui sont opposés à Macron et qui se reconnaissent pas forcément dans la France insoumise et dans les valeurs en tout cas de ce parti. Et du coup, je répondrais non, voilà. Et pour revenir sur enfin quand il disait aussi que Macron cherchait à éviter la responsabilité, à affronter l'opposition sociale qu'il y avait à ses décisions. Oui. Je pense que c'est pas complètement faux, hein. Je pense qu'il y a un peu de ça. Est-ce qu'il y a un peu de ça, Amou? Pour moi, c'est un peu du théâtre subventionné. C'est-à-dire, je choisis avec qui je fais ma partie de deux. Visiblement, Macron et Mélenchon se trouvent des adversaires chacun à la mesure de l'autre. Ils aiment bien jouter. Et ils rêvent, en fait, d'une sorte de confrontation égotique. Voilà, il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure, comme dirait Coluche. Ouais. Donc, en fait, pour moi, la réalité, c'est quoi? C'est que on est dans un monde très contraint. On a choisi une forme d'intégration européenne qui amène tout droit à un certain nombre de mesures. Et comme je l'écrivais déjà il y a 5 ans, le pouvoir du politique en France, sur une mandature, c'est de faire bouger le bateau France de 5 degrés, pas plus, en réalité. Donc, une fois qu'on a compris ça, on voit que il faut pas se concentrer forcément sur ce type de choses. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les signaux faibles d'une société qui est en train de plus en plus se morcelliser. Il y a de moins en moins une France qui s'articule autour d'un projet. Et le modèle anglo-saxon communautariste est en train de gagner. Ça m'inquiète beaucoup plus que toutes ces histoires de manifestations qui, au fond, tu vois, la réforme de la SNCF se fera. On trouvera un compromis pour une convention collective. Oui, les syndicats vont se coucher. Voilà, mais Edouard Philippe est déjà. C'est pas ça qui m'inquiète, moi. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment cette espèce de dérive
ce dont on discutait à la pause sur le fait qu'on ait pu faire venir l'armée dans un pique-nique à Beaumont-sur-Oise, ça, le fait que les médias n'en parlent pas et que ça puisse se faire à bas bruit aujourd'hui, ça me consterne, vraiment, ça me consterne. Ça, et je pense que là, on a une vraie mobilisation à mener parce que c'est nous en particulier qui perdrons beaucoup si la France se communautarise, ça c'est sûr. Enver, est-ce que tu partages les inquiétudes de Hamou, tiens? Je partage totalement ces inquiétudes pour la bonne et simple raison qu'on a même entendu là dans l'intervention de Monsieur Griveaux. Si tu regardes bien, nous avons des gens qui oublient tout simplement, et je pense sincèrement ce que je vais dire, qui oublient tout simplement que nous sommes dans un pays démocratique. Benjamin Griveaux qui appelle justement Jean-Luc Mélenchon à condamner tel ou tel leader de Black Bloc alors qu'il les connaît peut-être pas, ou le président qui va expliquer justement que on doit accepter la victoire de sa victoire à lui sans manifester, sans rien du tout. Et Jean-Luc Mélenchon après qui vient rajouter ouais, j'accepterai pas la défaite. Mais il doit accepter la défaite. C'est la première chose, parce qu'à un moment donné, une fois que t'as perdu, et il faut voir pourquoi tu as perdu. Et ensuite, Macron, là où il ne comprend pas, c'est que justement, certes, Jean-Luc Mélenchon et ceux qui étaient en opposition ont perdu, mais parce qu'ils ont perdu, ne signifie pas que il y a adhésion complète à toute sa politique. Et il doit accepter le fait que des gens soient en colère. Et c'est là où je pense que, au-delà même de dire que c'est justifié ou pas justifié, il faut essayer de comprendre, parce que là on n'est plus dans le cas de la France simplement, on est dans un cadre de mondialisation. Pourquoi à travers le monde il y a tant de gens qui sont si frustrés et si en colère, qu'ils vont casser des vitres. Je suis pas en train de dire que c'est bien, même je dis le contraire. Ces gens-là, ils devraient être arrêtés. Effectivement, ils devraient être arrêtés. C'est ceux qui vont détruire des commerces, etc. Parce que c'est pas normal. Mais il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment de ces gens qui sont en colère. Et je m'excuse, ça n'est pas le fait d'avoir été titillé par un leader de parti politique. Alors, si je peux me permettre de rajouter deux petites choses très rapidement pour revenir sur ce que vous avez dit tous les trois. La première, c'est à propos de la France Insoumise. Je le sais très bien puisque je le vois de l'intérieur. Aujourd'hui, la France Insoumise est très faible. En grande difficulté, sa structuration a été catastrophique. Le mouvement est en passe en fait de se transformer en mouvement démocraturial, puisque il n'y a plus de légitimité démocratique dans l'Assemblée qu'il représente. Et par rapport à ça, la seule chose qui leur permet de rester à flot et de ne pas couler, c'est d'avoir la lumière des projecteurs. Et en ça, finalement, c'est une bénédiction d'être considérés comme les adversaires principaux du président en exercice, parce que s'il retombe dans une forme d'obscurité médiatique, il perd énormément. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en off au moment de la pub. Il y a des sociologues américains qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la manipulation des symboles. Et ils disent aujourd'hui, si tu veux tuer un mouvement social, il y a deux choses à faire. 1, tu passes les revendications sous silence. 2, tu radicalises le mouvement. Il s'est passé exactement la même chose durant ce qu'on appelait les printemps arabes sur les grandes places. Et aujourd'hui, comme d'habitude à chaque fois qu'il y a un mouvement social, c'est ce qu'on fait. On tue les revendications et on radicalise le mouvement. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer. Alors si je te comprends bien, aujourd'hui Damien, le mouvement de la France Insoumise est de plus en plus faible, la droite est en pleine déconfiture, le Front National, on n'en parle même pas. Macron va être réélu en 2022 avec tout ça là, mais de très loin quoi, je veux dire. Il y a deux scénarios Erdogan français, non? Il y a deux scénarios possibles, c'est-à-dire que là on est en train de passer d'un système de 2 blocs à 3 blocs. Un bloc avec une gauche radicale, un deuxième bloc avec un centre plutôt gauche-droit libéral et qui se considère comme un centre de gouvernance, et sur la droite un gros bloc réactionnaire. Aujourd'hui, si ce bloc réactionnaire est en capacité de se structurer et créer des jonctions comme le souhaite par exemple quelqu'un comme Thierry Mariani, il y a une inquiétude à se faire. Parce que le Front National, même si aujourd'hui il est dans un état de déliquescence, sa base ne bouge pas. C'est-à-dire, qui que ce soit, on mettra une chèvre à la place de Marine Le Pen demain aux élections municipales ou même territoriales, ils vont claquer toujours 20-30%. Ça bougera pas. L'électorat, il bouge pas. Donc, s'il y a ce bloc réactionnaire qui émerge avec des gens comme Dupont-Aignan, comme Philippot, etc., et qu'ils arrivent à prendre de l'ampleur, notamment dans la droite dure, il y a des inquiétudes à se faire. Mais sinon, pour ma part, Macron est réélu en 2022.
Réélu en 2022, Nargis, Macron, là, pour le coup, avec tout ce qui se passe, et surtout si cette réforme de la SNCF passera comme une lettre à la poste, enfin, peut-être pas comme une lettre à la poste, mais en tout cas, le mouvement semble déjà un petit peu diminuer. On voit que les grévistes sont de moins en moins nombreux, et je sais même pas d'ailleurs si ça va aller jusqu'au 28 juin, cette histoire, mais finalement, c'était, voilà, après la réforme des retraites, voici la réforme de la SNCF, puis ça a l'air de passer tranquillement, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit réélu. Et je reviens sur ce que Damien disait. Enfin, je connaissais pas du tout ce système-là de taire complètement la révolte. Et en fait, très clairement, c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup et ça redescend doucement, en fait. Et donc oui, je pense qu'il y a de fortes chances que Macron soit réélu. Déjà, la manière dont ce sur quoi il a été élu n'a pas changé, c'est-à-dire son espèce de charisme, sa manière de parler, etc. Il y a beaucoup de gens qui votaient. Mais oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui votaient pour ça, en fait, qui n'en avaient rien à faire de son. Il n'est pas un peu arrogant parfois lorsqu'il s'adresse aux journalistes. Complètement arrogant. Notamment, enfin vraiment, et très méprisant d'ailleurs. Enfin, quand il avait parlé, je crois, au président du Burkina Faso, moi ça m'avait vraiment choqué. Et là, très dernièrement, quand il a parlé aux étudiants qui avaient bloqué la fac en disant il y aura pas d'examen au chocolat. Non mais, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça tellement méprisant. Je sais pas où est-ce qu'il vient d'une autre planète. Il s'appelle Léna. Oui, c'est ça. Alors justement, tiens un mot pour connaître un peu ce milieu, toi. Oui. Macron, il est pas un peu arrogant parfois, un peu. Non mais, enfin tu vois, il faut revenir à ce que disait Warren Buffett il y a pas longtemps. Il disait la lutte des classes existe et nous l'avons gagnée. Il a l'arrogance de ceux qui pensent que ils ont gagné la lutte des classes, c'est-à-dire qu'ils ont, ils gèrent la France comme un banquier d'affaires. Donc il rend la France présentable pour que les investisseurs achètent le produit France. Et il espère que cette façon de faire va générer de la croissance, laquelle va générer de l'emploi et va assurer sa réélection. Et donc, autant sa réélection, si elle ne dépendait que du microcosme politique, elle me paraîtrait assurée, autant le fait qu'il utilise des solutions économiques auxquelles je ne crois que modérément, doublé du fait qu'il se renie sur des points importants de son programme, par exemple la question de la gestion des migrants, fait que je ne suis pas aussi affirmatif que mes collègues et que je pense plutôt qu'il peut y avoir une vraie union des droites qui peut le challenger étant donné l'explosion faisant puzzle de la gauche. Denis, tu y crois encore là aujourd'hui avec cette droite qui s'est complètement une union droite, extrême droite, ça pèse lourd. C'est surtout qu'ils ont. Et il a parfaitement raison. Enfin, si la droite se débuissonnise et qu'elle accepte de regarder l'économie plus que les valeurs, si l'extrême droite comprend que son intérêt c'est de s'allier avec ce pan-là de la droite, ça fait 40% de l'électorat. Ouais. Je veux dire, et ça vote. Mais la France est un pays foncièrement de droite, on va le dire. Et est-ce qu'il faut avoir peur, tiens, Enver, de ce que dit Jacques Attali? Il se trompe quand même de temps en temps, mais il se trompe des fois pas si souvent que ça finalement. Il faut avoir peur, selon lui, de Marion Maréchal Le Pen, qui apparemment est en train de préparer son retour à la Macron d'ailleurs. Elle est partie aux États-Unis, se faire conseiller par ceux d'ailleurs qui ont mis Trump au pouvoir aux États-Unis. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen peut faire très mal? Eh bien, ceci, je répondrai sous prenal, là. Ouais. Sache que je vais répondre par 3 choses. La première, Macron est un produit. La deuxième chose, il est de la génération Y. La troisième, enfin, la génération Y, selon moi, selon ma définition de la génération Y. Et enfin, la troisième, c'est que oui, Macron sera élu en 2022 et Marion Maréchal Le Pen sera sa principale opposante. Elle sera chef de l'opposition de droite. Je dis bien de droite et pas d'extrême droite. Ah oui, bon, bah c'est dit. J'appelle le bloc réactionnaire. Vous l'avez entendu sur France Maghreb 2, nous sommes le 4 mai 2018. Voilà.
Inch'Allah. Un petit mot rapide sur le plan banlieue, parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine, le plan banlieue proposé par Jean-Louis Borloo. Un énième plan, j'ai envie de dire, Hamou, toi qui fait de la politique depuis un petit moment, on en a, la banlieue, ça revient à quasiment tous les quinquennats, de chaque président, de chaque gouvernement. À chaque fois, on y injecte beaucoup d'argent, et puis les solutions, évidemment, on ne les trouve pas, et les problèmes perdurent. Non, on n'y injecte pas beaucoup d'argent, c'est bien le problème. Ça, c'est vraiment, on sort les enveloppes. C'est vraiment l'idée reçue par excellence qui continue de gangréner le débat politique. Moi, j'ai effectivement joué un rôle important dans cette phase, puisque je suis un des administrateurs de Bleu Blanc Zèbre qui a beaucoup participé à l'élaboration de ce rapport Borloo. Je pense que ce rapport, avec évidemment ses inconvénients, est un très bon rapport. Et que si Macron applique les programmes proposés, la situation dans les quartiers s'améliorera très substantiellement. J'ai pas ressenti pour l'instant une chaleur extrême dans les réactions du gouvernement à un rapport qui a été concocté avec beaucoup de maires de banlieue et beaucoup d'associatifs. Donc voilà, on verra bien. Mais non, c'est pas un plan parmi d'autres. Il y a énormément de bonnes idées là-dedans. Jean-Louis Borloo, Damien, t'y crois, ce plan banlieue proposé par Jean-Louis Borloo? Alors pareil, je vais avoir l'honnêteté de me positionner. Donc moi je suis un adepte BMA, c'est-à-dire Borloo mon amour. J'ai toujours eu énormément d'intérêt pour tout ce que faisait Jean-Louis Borloo dans son engagement politique, mais également civique, notamment dans son travail de projet pour l'électrification de l'Afrique. Alors il y a des mesures qui sont assez imprécises, confuses, discutables, etc. dans le plan banlieue qu'il a proposé. Il y a des très belles choses et ça fait 10 ans qu'il en parle. Il rappelle que effectivement l'ANRU, les conséquences ont été catastrophiques depuis 10 ans puisque personne ne s'en est occupé. Et je dirais que au contraire, le gouvernement était ravi d'avoir ce plan banlieue parce que c'est arrivé dans le storytelling en plein milieu de la grève des cheminots et qu'il fallait bien occuper l'espace médiatique. Donc, tada, plan banlieue. Oui, plan banlieue, on y croit, Nargis, proposé par Jean-Louis Borloo. Et juste avant de dire, je n'y crois absolument pas. La seule chose positive, c'est que il y a un projet d'écrit, il peut être discutable, on peut remettre en cause des choses, mais il y a un texte, il est là. Avec des propositions. Bon, Nargis. Moi, j'avoue, j'ai pas lu le texte, mais je suis toujours un peu sceptique en fait, moi, quand j'entends les plans banlieue, parce que comme tu l'as dit, souvent on voit aucune efficacité derrière, et c'est toujours les mêmes problèmes, et c'est toujours aussi les mêmes violences, les mêmes marginalisations, etc. Oui, on parle pas des violences policières qui perdurent et qui continuent quand même. Voilà, à l'image de ce qui s'est passé à Versailles. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un monsieur de 60 ans qui s'est fait renverser par un fourgon de police. Il est mort. En fuyant un contrôle. Ouais. Voilà. Et ce genre d'exemple, on l'entend régulièrement. Je veux dire dans les quartiers en particulier, où c'est vrai. Peut-être d'ailleurs à l'image de ce qu'on fait à l'école dans ce type d'endroit. Eh bien, les policiers sont peut-être pas formés aussi avec ce qui les attend, voilà. Et surtout, ça continue en fait de cristalliser en fait une frustration et les violences des deux côtés, tant du côté des gens qui vivent ces violences-là que du côté policier en fait qui vont juste en fait se situer on va à l'encontre de tous les, enfin on est victime du discours anti-police, etc. alors que il y a une réalité de violence derrière. Enver, le dernier mot là-dessus sur le plan banlieue proposé par Jean-Louis Borloo. Eh bien, je pense que malheureusement ce plan ne fonctionnera pas. Ouais. Parce que comme je l'avais rappelé la fois dernière, Bernard Tapie tout simplement. Pour dire que qui a été ministre de la ville. Ouais. Voilà, il était ministre de la ville. Les plans, on enchaîne. Après, c'est une belle idée de mettre 48 milliards justement dans les cités, mais là encore, je persiste et signe. Le problème n'est pas dans la solution de absolument régler le problème des banlieues pour que la France aille mieux. Il faut régler le problème des gens qui n'ont rien.
Et eux, ils existent dans les banlieues, mais ils existent également dans les villages, dans les provinces, dans les quartiers agricoles où bah voilà, il y a de la désertification médicale, et c'est ça la réalité. Sauf que à force de vouloir faire du plan en banlieue ou tout ça, t'as des magazines bidons comme Causeur qui arrivent en disant c'est un déshonneur de mettre autant d'argent dans les cités plutôt que alors que la France se meurt et qu'ils ne le voient pas. Bon, Zineb El Kadiri dans un instant du côté de Casablanca, et puis on va parler un peu plus léger de ce qui s'est passé hier soir à Marseille. C'est la fête, parce que c'est Marseille qui s'est qualifié pour la finale de l'Europa League. C'était pas arrivé depuis 14 ans quand même, hein. Et pour la 5e reprise, à tout de suite sur France Maghreb 2, juste après ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région.